Louis Jeanmot est l'un des artistes peut-être les plus originaux de la scène artistique lyonnaise au XIXe siècle. C'est une personnalité très à part qui a eu une vie relativement contrariée. Il n'a peut-être pas atteint les objectifs qu'il espérait et son œuvre se ressent de ce parcours et se démarque par son caractère parfois bizarre qui étonne aujourd'hui. C'est un artiste qui se forme tout d'abord dans sa ville natale, à l'École des Beaux-Arts de Lyon, puis qui va gagner Paris, où il entre dans l'atelier de Jean-Auguste Dominique Ingres, qui est vraiment l'un des phares de la peinture en France au XIXe siècle. C'est un moment qui va compter beaucoup pour lui, même s'il reste assez peu de mois dans son atelier avant que celui-ci ne ferme. Et puis il va ensuite mener sa carrière à Lyon, à Paris, se consacrant à différents projets, différentes commandes, notamment de décors qui sont pour certains encore visibles à Lyon. Mais surtout, le grand œuvre de sa vie, c'est son cycle du poème de l'âme. Dans ce cycle, les traits de Louis Jeanmot apparaissent dans l'un des tableaux, qui est le toit paternel, où il s'est représenté ici, regardant le spectateur. C'est la seule image de l'artiste lui-même à travers l'ensemble de ce cycle. Il est ici à un moment un peu charnière de sa vie, un moment où il s'interroge encore sur son parcours à venir, sur son positionnement, et on saisit ici toute cette interrogation dans le regard qu'il porte sur le spectateur. C'est vraiment un cycle qui est un projet très personnel qui va l'occuper pendant plus de 45 ans de sa vie et qui va être source justement de doutes, d'un sentiment d'échec parfois, mais qu'il va toujours poursuivre, et on ressent en fait déjà cette expression sensible dans le regard que porte l'artiste sur le spectateur dans ce tableau. Le poème de l'âme se compose donc de deux cycles. Le premier qui est réalisé sous la forme de peinture de 18 tableaux, et un second cycle sous la forme de grands dessins réalisés au fusain avec des rehautes de craie qui sont vraiment un choix d'abandonner la peinture pour privilégier ce médium qui lui permet d'explorer d'autres potentialités. L'ensemble de ces deux cycles s'accompagne d'un texte poétique de plus de 2800 vers. C'est vraiment là l'une des originalités du poème de l'âme, qui est à la fois donc un texte et un ensemble d'images. C'est donc un peintre poète qui réalise cet ensemble dans l'esprit d'une œuvre d'art totale, qui est un concept qui est cher au XIXe siècle. Le projet du poème de l'âme va occuper Jeanmot durant une grande partie de sa vie, en l'occurrence durant plus de 45 ans. Il germe très tôt, alors qu'il a encore une vingtaine d'années. Il vient de terminer ses études et il se rend à Rome en compagnie de deux camarades, parce que l'Italie est encore vraiment l'endroit où il faut aller pour parfaire la formation artistique. Et c'est en chemin, semble-t-il, qu'il va de plus en plus mûrir ce projet. Et les premiers dessins connus pour le poème de l'âme se situent justement à Rome à la fin de l'année 1835. C'est là que naît le projet d'un premier tableau sur le thème de l'ange gardien,
que finalement il va transformer, il va prendre forme sur le thème plutôt de l'ange et la mère, dans la composition qui se situe en 3e position dans le cycle peint. Nous avons donc ici une mère tenant son bébé, veillée par un ange gardien, qui est vraiment donc l'héritier de ses premières recherches. Et le paysage est justement un paysage de Rome, puisque nous sommes ici sur les bords du Tibre, près de la fontaine de l'Acqua Acetosa, qui était un lieu très apprécié par les artistes, où il s'est rendu, où il a pu faire des études, et donc c'est ici l'écho de ce séjour à Rome. De grands personnages vont s'y intéresser, notamment Eugène Delacroix, son confrère, mais aussi quelques grands critiques et écrivains du XIXe siècle, en particulier Théophile Gautier et Charles Baudelaire. Il va opter donc pour le dessin pour le second cycle, avec l'idée que ce serait plus rapide à réaliser. En effet, ce temps de conception de ce cycle peint a été assez long, puisque cela s'est échelonné sur près d'une vingtaine d'années. Il avait au départ l'idée de faire 4 cycles, et donc comme il voyait que les années passaient, il s'est dit il faut un petit peu accélérer, donc le dessin serait plus rapide. Or en fait il n'en a rien été, le travail sur le dessin va être encore plus long que sur le cycle peint, et va lui prendre finalement encore plus de temps. Alors cet ensemble raconte l'histoire d'une âme, comme son nom l'indique. Cela peut nous paraître assez étrange de vouloir figurer une âme, parce que par définition c'est quelque chose qui est invisible, mais c'est un thème qui est finalement relativement fréquent au XIXe siècle. On trouve de nombreuses figurations de l'âme sous différentes formes. Le plus souvent d'ailleurs, le mode de représentation de l'âme va rencontrer celui de l'ange et la figure ailée en fait. Et c'est un principe que l'on va retrouver donc dans ce cycle. Alors l'histoire se décompose donc en 2 parties correspondant donc aux 2 cycles. Le premier ensemble, en 18 tableaux, va nous livrer le parcours donc, de cette âme, depuis donc, sa conception dans le ciel, son arrivée sur la terre. Nous voyons ici donc l'ange qui vient apporter ce bébé jusque sur la terre, donc, qui est en train de descendre du ciel pour aller sur la terre, qui croise dans le sens inverse un groupe d'âmes qui ont terminé leur vie et qui, elles, sont en train de repartir vers le ciel. Et ensuite, cette âme va connaître toute une série d'aventures. Elle va rencontrer une jeune fille. Notre âme, qui est le personnage central, va être, elle, sous la forme d'un jeune garçon. Et nous allons suivre les aventures de ce couple au fil de leur enfance, puis de leur adolescence, de leur éducation, de périls qu'elles vont pouvoir rencontrer, qu'elles vont réussir à surmonter. Et l'ensemble va s'achever sur un épisode plus brutal, puisque ce sera la mort de la jeune fille qui va regagner le ciel, laissant le jeune homme seul sur terre face à sa tristesse. Le second cycle va ensuite montrer son cheminement pour arriver à surmonter cette douleur qui va être très difficile à vivre pour lui, qui va le conduire à affronter la tentation, à céder au vice, et ensuite à trouver la rédemption pour regagner le ciel. Il y a une ambiance
plutôt sombre dans l'ensemble du poème de l'âme. C'est une dualité qui tient à l'époque dans laquelle il se situe, à ce courant qu'est le romantisme, puisque Jambaud donc, se situe un peu entre les deux pôles qui vont animer cette période. D'un côté, l'héritage de son maître Ingres, dont il reprend vraiment ce goût de la ligne, de ses formes parfaites, de ses corps féminins qu'il prend vraiment beaucoup d'attention à représenter avec cette beauté formelle, et en même temps ce côté très sombre, très noir, que nous avons par exemple dans un tableau comme celui-ci, qui est Le Cauchemar, où l'on voit donc cette femme sous les traits d'une sorcière âgée qui emporte la jeune fille dans ce paysage qui est sous une forme très onirique, cette galerie qui semble s'étendre à l'infini avec ces visages menaçants qui apparaissent aux fenêtres. On est presque ici dans une approche de l'inconscient. Alors le terme n'existe pas encore, nous sommes avant bien entendu la psychanalyse, mais Jambaud trouvera résonance dans le symbolisme à la fin du siècle, puis dans le surréalisme au XXe siècle. L'ensemble des peintures et des dessins du poème de l'âme ne peut pas être dissocié du texte qui l'accompagne. Ce texte est relativement long puisqu'il est composé de plus de 2800 vers qui accompagnent vraiment les œuvres dans le sens où à la fois il les explicite et en même temps il apporte aussi une action qui n'est pas forcément montrée. Il fait intervenir des personnages que l'on ne voit pas toujours sur les tableaux. Plusieurs personnages prennent d'ailleurs la parole. Ce sont soit les protagonistes, le jeune homme, la jeune femme, soit d'autres figures qui peuvent apparaître, soit des allégories aussi d'ailleurs parfois. Il est très marqué par les figures poétiques de cette époque-là, par la poésie romantique. Il est très imprégné également d'un message, à la fois d'un message chrétien, d'un message philosophique, d'un message politique aussi parfois, qui exprime les convictions personnelles de l'artiste. Le côté bizarre que l'on trouve dans le poème de l'âme peut réapparaître dans d'autres compositions de l'artiste, mais c'est un trait qui n'est pas propre uniquement à Jambaud, que l'on retrouve chez d'autres artistes lyonnais de la même époque. Je pense à Jean-Baptiste Freinet, qui est un de ses camarades aussi, qui est parfois proche de la folie dans ses réalisations, mais qu'on va aussi trouver en arrière-plan dans le courant romantique, en peinture, mais aussi en poésie, à la même époque, chez différents auteurs. On peut penser à Gérard de Nerval, par exemple, mais quelques autres qui vont aussi explorer cet aspect obscur de l'âme humaine jusqu'à la limite justement de la folie. C'est un aspect qui est vraiment très marqué spécifiquement dans le poème de l'âme, mais qui a vraiment des pendants en Europe. C'est quelque chose qui va apparaître aussi dès la fin du XVIIIe en Angleterre, que l'on va retrouver avec tout un courant du fantastique qui explose notamment chez un artiste comme William Blake, qui a beaucoup de points communs avec Jambaud. On le retrouve aussi en Allemagne, avec tout un imaginaire qui va beaucoup imprégner la peinture et la littérature allemande. Donc ce sont vraiment des points de résonance que l'on va avoir entre Jambaud et d'autres scènes européennes. Donc il faut l'envisager non pas sous un seul angle local, mais aussi dans cette dimension internationale européenne, en tout cas du romantisme.